officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. La grande école. Le sujet vu comme un topos présenté par Alain Simon. On découvre. Bon, le sujet, mon sujet, c'est d'essayer de représenter l'imaginaire d'une personne qui pense, tout simplement. C'est un vieux truc, c'est de la philosophie. Et je parle d'un principe qui est tout simple, c'est qu'on est très feignant pour essayer d'utiliser le moins d'énergie possible. Donc il y a un principe d'anthropologie. Par contre, l'entropie, pardon. Il y a un principe anthropique, c'est-à-dire qu'on va baisser au minimum l'énergie possible et ça se retrouve dans le fonctionnement du cerveau. Et pour utiliser le moins d'énergie possible, il y a un principe de répétition. C'est-à-dire que lorsque quelque chose marche, et là on va encore l'utiliser et encore et encore et encore. Et mon idée, c'est que même dans les pensées les plus développées, en particulier dans le langage mathématique le plus contemporain, on n'a pas inventé grand-chose par rapport à ce qu'utilisaient les anciens, et même dans la pensée mythique. C'est mon point de vue, c'est ce que j'essaie de voir si c'est correct ou pas. Donc, pour démarrer cette histoire de représentation de l'imaginaire d'un sujet, je pars du triptyque de Lacan et de Lévi-Strauss, réel, imaginaire, symbolique. En partant, c'est toujours des a priori et des principes, c'est toujours, il n'y a pas de démonstration à ce sujet. En partant du principe que l'imaginaire n'a aucun accès au réel, il n'a aucun accès au symbolique. Alors, quelle est la différence entre réel et symbolique? On va dire que ce qui est réel, c'est ce qui peut être connoté. Non, pardon. Le réel, c'est ce qui peut être dénoté, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher du doigt. Et tout au moins, on a un choc. On parlait du trauma de réel. Il y a un choc qui se présente à nous et qui nous réveille. Le symbolique, c'est ce qui est au-dessus de nous, ce qui nous enveloppe. Par exemple, le langage que nous utilisons, c'est pas nous qui l'avons développé. On peut dire, d'une certaine manière, qu'on est porté par notre langage. Alors, pour rendre compte de cette dichotomie, de cette dualité, en fait, j'ai relevé des petits personnages. Et pourquoi j'ai pris ces figures? Parce qu'elles ne veulent rien dire pour nous. Donc c'est des formes vides. Ça indique juste une manière de regarder. D'accord? Et comme je ne suis pas avoir de symbole, pour le réel, j'ai pris un yin et un yang. Alors pourquoi le vert et le rouge? Tout simplement parce que je fais du bateau, bâbord, tribord. C'est tout. Pas plus de signification que ça. Maintenant, puisque l'on veut rentrer dans le réel, il faut supposer qu'il y a une limite. La limite, je vais la mettre comme ça, avec un signe d'existence assez simple. Et lorsque j'ai un trauma ou lorsque j'ai un choc du réel, au moins je peux le compter. Un peu comme un prisonnier compte les jours sur les murs de sa prison. D'autres vont encore arriver. D'accord. Et pour symboliser la limite imaginaire du symbolique, j'utilise le vide. Hein? Ça renvoie aux limites G final ou G initial, d'accord?
Et j'insiste sur cette dualité qui est l'utilisation de glyphes me permet de changer de sens au fur et à mesure que je développe mon discours. Alors je fais un petit tableau. Voilà. Je peux le reprendre, c'est pas ça, c'est difficile. Ouais, monsieur, bon. Je vais réécrire. Ça me revient en tête. Par principe, ça c'est enfin, dans cette position, on est plutôt voyant, ici on est plutôt libre. Ici on est plutôt mâle. Ici on est plutôt féminin. Ici c'est le maître. Ici c'est l'esclave. Et vous pouvez faire l'infini. Qu'est-ce que j'ai dit on parle de ici. Pas compris en quoi les femmes, l'esclave, le yin et le symbolique sont liés. Il y a toute une littérature. Je ne suis pas rentré dedans. Ce qui nous intéresse plus, c'est pas dans le discret. Je pointe les objets. Un point. Là, je suis plutôt parti d'un tout. Et ça dans le continu. Là, je me fais des éléments. Excuse-moi, je te réponds pas, mais si je te réponds, c'est que ça va prendre toute l'heure. Ouais. On va dériver là. Mais là, par contre, c'est des parties. On peut imaginer une partie. On peut imaginer une partie qui serait de ce côté-là. Et puis le tout ici. C'est-à-dire qu'on a un concept de partie et de tout. Le tout est ici. J'attire votre attention sur le fait que je ne parle uniquement que des postures du sujet. Je ne parle pas du contenu de ce qu'il y a dans sa tête. Ça a été vu. Les discours, on parle au niveau du discours mythique. Il dit que des mythes, les mythes qui se racontent, généralement c'est dans une zone culturelle déterminée, et il y a plusieurs mythes qui connotent un symbole qui n'est jamais dit. Le symbole n'est jamais dit, mais c'est toujours connoté. C'est un peu cette idée-là. Tandis que là, on est capable de désigner l'objet. C'est mes anciens. Alors, on en était aux différentes postures du sujet. Et on va dire qu'il est. Là, c'est juste la limite. Là, il a un choc. Là, il fait partie. Pour l'enfant, par exemple, ça pourrait être l'enfant qui fait partie de sa mère, il n'a pas encore conscience d'être séparé de sa mère. À partir du stade du miroir, il est capable de se regarder et de comprendre qu'il peut se désigner dans le miroir. Mais quand il n'y a pas de miroir, je veux dire, dans une civilisation où il n'y a pas de miroir, on fait comment? Il se regarde dans l'eau. Narcisse, il se regarde dans l'eau. Il tombe dans l'eau. Il se regarde dans l'eau. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire un pas en arrière, faire prendre un recul. Ça, c'est la présentation. Oh, je fais comme un cochon. Et ça, c'est la représentation. Là, on reçoit les chèques. Là, on peut les compter. Et donc, on peut aller jusqu'à 1. Là, on recule d'un pas. Et donc, justement, c'est là qu'on peut commencer à s'imaginer, à s'imaginer comme partie d'un tout.
C'est-à-dire on peut, à partir de là, on peut soit être une partie, soit être le tout. D'accord? Et cette représentation-là, uniquement je suis désolé parce que j'ai pris des symboles qui ne sont pas très pratiques en fait. Donc je suis obligé de faire des petits trucs comme ça. Voilà. Et ça, il le fait une fois. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le sujet, il va se balader comme ça. Il va se balader comme ça. Comme ça. Il peut continuer indéfiniment. Ceci dit, il est toujours, lorsqu'il est face à l'inconnu, il est toujours dans cette position, vers ici, vers le symbole. Mais comme l'homme ne peut pas rester sans explication, il faut qu'il explique Dieu. D'accord? C'est-à-dire qu'il veut se retrouver. Ici, il est toujours dans cette position. Il va vouloir se retrouver. De là, il veut passer à cette position. C'est-à-dire qu'il veut expliquer Dieu. Dieu? Oui, Dieu. Il y a un principe qui lui échappe. Dieu, c'est celui dont on parle, mais qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Mais on va se faire une cosmogonie, on va se faire une explication de ce qui est impossible à expliquer. Donc, on change de niveau. C'est-à-dire que là, en gros, on s'occupe des objets. Là, on va mettre les objets dans un contexte. On va s'occuper de relations. Et on continue. C'est-à-dire qu'on va reprendre la même structure. En fait, si j'ai bien compris, ce qui intéresse, c'est la relation entre les objets et non pas le contenu des objets. Voilà. Donc on est plus dans l'esprit de la théorie des catégories que dans l'esprit de la théorie des ensembles. Voilà. Par exemple, Dieu est unique, mais quand on commence à faire de la syntaxe, on va dire qu'il est trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on les définit par leurs relations, sans les définir en eux-mêmes. C'est une façon de voir. Mais comment on peut dire qu'il est unique et trois en même temps? Je comprends pas. Ça, moi, je suis pas Attends. Il pourrait être 10 aussi. Je vais te donner la réponse que m'a donnée mon prof de théologie. Je réponds sur l'objet de ma représentation. Ce n'est pas dire c'est vrai, c'est faux. C'est dire je peux en rendre compte. Je me fous complètement de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir en rendre compte. C'est uniquement ça. C'est de la syntaxe, c'est pas de la sémantique. Je me fous complètement de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Si ma force, moi, c'est que de cette position-là, là, il est ex-ante, il va expliquer. D'accord? Et il continue son manège. Bon. Donc on peut passer, si tu veux, d'un objet à ses relations. Et puis on pourrait imaginer, si tu veux, qu'on peut monter comme ça d'étage en étage. Et si on fait ça, on va avoir une usine à gaz et on ne va pas s'en sortir. Et encore une fois, il y a un principe d'entropie, c'est-à-dire qu'on veut économiser notre énergie mentale. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on est là, eh ben, on va retomber ici. D'accord? C'est-à-dire tu fais ton chemin, tu n'expliques pas Dieu, tu l'expliques, il en est des conséquences, et puis tu retombes. Je donne un exemple. Donc, si je fais ça, ça me fait un ruban de Möbius. Ok? Ah, il n'y a pas de ça, pardon, j'ai compris. Ça fait un ruban de Möbius. C'est-à-dire que je retombe sur mes pattes. Par exemple, chez Platon, il n'a pas de vide, il met le long. C'est ça?
Platon. Platon, il a un principe unitaire. Et puis de l'autre côté, il a le multiple. Et il fait le lien entre l'un et le multiple. Il passe de l'un à l'autre. Il passe de l'un à l'autre. Et vice-versa. Et tu peux représenter, si tu veux, toute la philosophie platonicienne en partant de là, ici, et ensuite tu les joins comme ça. C'est-à-dire le recto et le verso se correspondent. D'accord? C'est-à-dire que l'un va expliquer le multiple explique l'un, et la grosse discussion sur la substance le multiple va se jouer ici. Et la substance, savoir si elle est du domaine du multiple ou si elle est du domaine des idées de quelqu'un, ça va être une discussion entre Socrate et Platon. D'accord? Tout ça pour vous dire qu'avec ce petit schéma, on peut remonter toute la discussion philosophique, tu peux la boucler sur ça. Chez les Occidentaux, je parle. Je ne parle pas des Orientaux, je ne parle pas des Chinois, je ne parle pas des Taoïstes. Je parle des Occidentaux. On a été modelé là-dessus avec toute la discussion au Moyen-Âge sur les universaux, hein, tout ça. Et il y a encore beaucoup de gens qui sont platoniciens actuellement. D'accord? Alors, donc, ces petits schémas, on en arrive donc à un petit ruban de Möbius, très simple. Maintenant, Quoi? Pardon? Allez, je vois pas le. Je comprends ce que vous demandez. Le ruban de Möbius, je ne vois pas. Je l'ai dessiné. C'est pas du tout cadré dans le truc. Le ruban de Möbius, il vient du fait que d'une position exportée vers ce qui était impossible de décrire, qui est ton symbolique, qui est par exemple ton langage, c'est pas toi qui vas expliquer pourquoi tu penses avec ces mots-là, parce que ça t'a été inculqué, c'était là avant toi, tu fais donc partie un peu, tu es porté par ton langage, à une explication que tu veux donner. Mais les deux, si tu veux, comme ce sont les bords de l'imaginaire, il faut bien qu'ils se recollent. Et ils se recollent avec des positions inverses. C'est-à-dire que le gars qui regarde dans ce sens-là, il va regarder dans ce sens-là. Et tu les recolles comme ça. Donc ça fait un ruban de Möbius. C'est une façon d'économiser son énergie et de tourner en boucle dans son imaginaire. Mais comment tu définis l'énergie là-dedans? Je pense qu'il je pense parce que tu minimises l'énergie, mais c'est l'énergie de quoi? Attends, ça c'est ma représentation. Platon il n'aurait pas écrit ça. L'énergie elle va venir après. C'est ma façon actuelle de représenter une pensée qui ne se définissait pas là-dedans. Donc ce n'est qu'une représentation actuelle. Là, on est dans le syntaxique, on réfléchit sur se rendre compte, pas si c'est vrai ou faux. Absolument, ça. Je dis que si on ne peut pas, tu te ferais des discours infinis pour ce qui nous... Par exemple, 1 égale 2, c'est faux, mais c'est écrivable. C'est écrivable. Ce à quoi s'opposait par mon idée. Ce qui n'est ce qui n'est pas n'est pas. Donc, je vous ai montré les postures du sujet, je vous ai montré un ruban imaginaire,
Maintenant, on va arriver à Galois. Alors, faut que je me prenne. Ah oui, je le sens. Désolé parce que je suis pas très doué de mémoire. Donc on va introduire un niveau et on va introduire un axe X et un axe Y en plus. Donc mon premier, ce que j'avais là, c'était en gros discret. Ici, je le représente comme ça. C'est mon tableau. Alors, il est resté placé, il discute avec l'autre. Galois, il a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Pour savoir démontrer la conjoncture de Syracuse, ils sont en train de discuter. Je pense que c'est ça. Galois, il a fait deux choses. Il a introduit là, il y a une répétition qui est de l'ordre de la succession. Galois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des extensions de domaine. Il va utiliser le principe d'information quantique. Et c'est-à-dire que pour résoudre ces problèmes, il va partir d'un certain espace et il va rajouter des espaces qui sont orthogonaux entre eux. Orthogonaux entre eux. Je le représente comme ça. C'est-à-dire qu'il va intercaler, si tu veux, il va intercaler ici une répétition qui n'est pas sur le même mode que celle qui se joue ici. D'accord ? C'est pour ça que je le mets en bleu. Il va faire aussi une autre chose, c'est qu'à cette extension qui est d'ordre géométrique, il va associer une restriction qui est d'ordre algébrique. Donc il complexifie le discours en mettant des restrictions ici. Et je dis que la révolution galoisienne, elle tient à l'adjonction de cette colonne et de cette ligne. Alors pour nous y retrouver, il faut donner des noms. Là, je dis qu'on va traiter de... Oh, je ne me rappelle jamais le titre. Ça, c'est pas les symptômes, c'est les mots, les signifiants. Typiquement le point. Là, on va parler de syntaxe. Typiquement, les connexions entre deux choses. Et là, on va parler de sémantique. Ce qui donne le sens aux choses. Et alors, comment se situent les signifiants par rapport à la syntaxe et la sémantique? On va faire notre ruban de Mébius, on va le tendre encore une fois, de façon à faire cette figure. Est-ce qu'on peut dire que le signifié c'est du sémantique et que le signifiant c'est du syntaxique?
Non, non, signifier. Non, ce que signifie, c'est dans le réel. Non, c'est un sens. Non. D'accord. Non. Moi, je vais un peu plus vite que la musique, mais la première image que j'ai présentée, c'est la première bus. La deuxième, qui est là, c'est un tort, mais tordu, c'est-à-dire que le troisième niveau se recouple sur le début du premier. Et l'autre, on en parlera plus tard, c'est un autre bouclage, ça peut être un cross-cap ou un plan projectif. L'essentiel, il ne faut pas être trop bloqué sur les termes. J'ai mis des symboles parce qu'avant d'y arriver, je ne savais pas trop où j'allais, donc j'avais mis des symboles. C'est au fur et à mesure de développement que ça s'est clarifié. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant d'y avoir, on donnait déjà un sens aux choses. Et après la loi, on a une syntaxe qui s'organise comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois un sens direct, on peut donner un sens direct sémantique au signifiant pour donner une définition. Mais qu'est-ce que c'est un sens, excuse-moi, parce que le problème c'est... Un sens, une tasse à café est une tasse à café pour toi. Mais pour toi? Ça dépend. Ça dépend de la culture. Non. Ça dépend de la culture. Je peux pisser dedans. Tout le monde, ça change pas. Ça ne change pas pour autant sa nature de tasse à café. C'est le sens. Si ça devient une... La tasse à café, c'est l'outil, mais on a l'utilisation de l'outil. Par exemple, un couteau peut servir comme arme, ou il peut servir à couper la viande. C'est pas la même chose. Alors, je suis obligé de sortir ma... Oui, allez-y. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Je suis obligé de dire, voilà. Je vais parler de Platon, mais il y a aussi Lao Tzu. 30 traits se réunissent autour d'un moyeu. C'est de son vide que dépend l'usage du charme. On pétrit de la terre à glaise pour faire des vases. C'est de son vide que dépend l'usage des vases. On perce des portes et des fenêtres pour faire une maison. C'est de leur vide que dépend l'usage de la maison. C'est pourquoi l'utilité vient de l'être, l'usage naît du non-être. Et ça, c'est une pensée qui n'est pas platonicienne et qui case parfaitement avec la théorie des catégories. Donc, où est-ce que j'en étais, moi? Donc, oui, il y a une possibilité de passer directement, de donner un sens aux choses, sinon on peut passer par une syntaxe pour les décrire. Et c'est ce que nous a apporté également. C'est pas les choses qui ont un sens, c'est les mots qui ont un sens. Si tu veux, ouais, t'as raison. Oui, mais c'est pas la même chose. Oui, t'as raison. C'est pour ça que j'ai mis signifiant. Oui, attends, je vais venir. Je vais répondre plus clairement à ta question après. Une seconde. Parce qu'il a raison. Oui. Il a raison, à savoir que j'utilise une syntaxe pour parler des choses que je ne peux pas avoir, qui sont hors de mon imaginaire, ou pour des choses qui me dépassent. Donc c'est un peu paradoxal, effectivement. Ça veut dire que comme j'ai clos mon imaginaire, tu n'as parfaitement raison. Comme j'ai clos mon imaginaire ici, j'ai clos mon imaginaire ici. Je l'ai clos ici. Je me suis bien arrangé pour le clore. Il est impératif que je fasse la clôture dans le sens. C'est-à-dire, très explicitement, qu'il existe des mots, ou il existe des noms, pour parler de mathématiques,
il existe des formes et il existe des quantités. Et ça te clôt le discours dans l'autre sens. Et... Mais, attends quand même, il existe des formes, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une forme? C'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident. Il existe des formes. Bien sûr que c'est pas évident. Je sais pas. Bien sûr que c'est pas évident. Alors, j'ai pas fini de répondre à ta question. Donc là, je mets mon symbolique. Ça, c'est le sens de tout ce que je développe. Et en dessous de ma description, je mets le signifiant. Au-dessus de ma description, je mets le symbolique. Et tout ce que je représente, c'est ce que je peux représenter avec une syntaxe de ce qui me dépasse ici et ici, de ce qui me dépasse parce que le sens, effectivement, est à choisir, et de ce que et des signifiants que j'utilise. Une fois que tu as fait ça, tu peux retourner ton tableau. C'est-à-dire que tu peux traiter des signifiants comme tu traites des choses, simplement en tournant les cases du tableau. Ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un qui te dit je ne joue pas au dé. Tu peux avoir quelqu'un qui te dit une théorie, c'est quelque chose qui a une syntaxe voilà. C'est-à-dire que Bohr n'a pas raison contre Einstein, Einstein n'a pas raison contre Bohr. Simplement, il y en a un qui te parle comme ça, et il y en a un qui te parle comme ça. Ok? De quoi parle-t-il? Il y en a un qui te parle qui parle du réel, qui parle de ce qu'il voit, de l'expérience. Il y en a un qui te parle de l'organisation entre les signifiants, qui doivent être cohérents. Ça, c'est Bohr. Tu pourras aussi me dire. Et tu pourras aussi mettre le but. On cherche la cohérence dans le discours, en particulier, même, je mets dans ton livre, mais c'est tous les mathématiciens. Les mathématiciens cherchent la cohérence dans le discours. Le physicien classique, je veux dire, le physicien classique, il cherche une cohérence, il croit trouver des lois de l'univers. On n'en parle plus, là, de l'univers. Pardon? Pourquoi? Parce qu'on cherche la cohérence dans le discours. Oui, mais si tu veux, il cherche quand même, tout le monde cherche la vérité, c'est quand même l'adéquation du discours à la réalité. Non, encore une fois. Parce que attends. Tu me fais un discours sur le fond. Moi, je te fais un discours, je te dis, moi, ma représentation te permet de tenir ton discours, de tenir le discours d'Einstein, de tenir le discours de Bohr, de tenir le discours de Lao Tzu, de tenir le discours de Platon, de tenir un discours mythique chez les Givaro. C'est ça que je te dis. Je te dis, je te présente une présentation de notre imaginaire, et je te dis que notre imaginaire peut se représenter comme une surface topologique, avec deux axes. Alors moi, comme ça se développe petit à petit, au début, j'ai pas de niveau. C'est les niveaux ici. Donc, en gros, discret, continu, mesure, ou quantité. Et j'avais ça mode. C'est quoi?
Mode, bon. Il me fallait un nom, j'ai pris mode, il faudrait peut-être en changer. Tout ça, c'est pour ça que je reviens au début. C'est pour ça que j'ai pris des signifiants qui ne veulent rien dire. C'est pouvoir les aligner au fur et à mesure que je développe mon avancée. Hein, d'accord? Donc mode, et ça me fait une surface topologique. Alors si j'ai une surface topologique et au 4 points, j'ai mon sujet. D'accord? Donc si j'ai une surface topologique et mon sujet, ben, je peux faire un plan projectif, par exemple. Donc, ça s'appelle la sphère S1 avec le sujet. Et ici, j'ai mon niveau H, comme ça. Mais attends. Ce qui est intéressant, je voulais juste pour vous montrer à quoi ça peut servir. Ça sert à rien. Le dernier étage. Dernier étage. Ah oui, c'est ça. Il faut que j'avance un peu jusque-là. Excusez-moi, j'étais un peu rapide. On peut spécifier plus clairement ces niveaux. Là, j'avais bien essayé du discret. Là, ce serait du continu. C'est vrai que ça sert à rien. Et le troisième, ce serait de la mesure. Ici, par exemple, pour reprendre le vocabulaire de Grothendieck, c'est le nombre, c'est la forme, c'est la quantité. Et alors, ce qui est au-dessus de cette représentation, hein, encore une fois, ça c'est la limite, hein, c'est-à-dire qu'on est, le petit bonhomme, il est comme ça, il est à la limite comme ça. Là, il est à la limite, il regarde en haut. Ce qu'il peut faire, c'est des choix. Il peut choisir des choses. Par exemple, il peut choisir d'exemple. Il peut choisir un groupe. Il peut choisir une topologie. Il peut choisir une mesure. Ou, si vous voulez, entre deux choix, il y a un aléa. Une topologie, c'est faire des symétries. Et la mesure, alors ça c'est, pour reprendre Émile Noether, ce sera la quantité conservée. Mais puisque on parle plus généralement, on n'est pas restreint à la physique ou à la mathématique, moi j'ai préféré, je trouve que c'est plus parlant de parler de résilience. Résilience, ça veut dire ce qui résiste. Ce qui résiste. Quand on mesure. Ok, résistance. D'accord? Je te raconte ça. Ouais. Bah, bon courage. Merci, bah, Je les emmène au Lufoire après. Merci. Donc, voilà. C'est-à-dire que si on fait notre. On peut rejoindre ça et ça, et rejoindre le discours de Dirac qui dit que toute mesure est une réponse à un choix, à une question. Où là, on peut dire que ce qui est conservé, par exemple, c'est l'élément de Descartes, et ce qui existe, c'est là. Tu vois? Par un discours de Dirac. Là, tu as un discours de Descartes. Okay. Ça veut dire que c'est. Et tu peux. Enfin, je veux dire,
il y a des questions qui se posent. Par exemple, ça permet de poser des questions. Par exemple, si tu peux faire M, le point fondamental, c'est que M n'est pas borné. Avec le concept de successeur. Quand tu peux passer d'une position ex ante à une position ex post, c'est que même, au moins virtuellement, ton objet il est fini. Donc s'il n'est pas fini dans R, ben, tu peux lui adjoindre, enfin tu vas lui adjoindre nécessairement un point d'infini. Et la question qu'on va se poser après, à ce niveau-là, on va retrouver une notion de borne. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour faire une notion de borne? On va faire des équations égales 0. Là, tu vas faire des additions comme ça. Tu vas répéter, tu vas faire tu vas additionner des choses qui sont perpendiculaires entre elles, et à chaque fois, tu vas faire une restriction. Tu vas dire, attention, pour passer de l'un à l'un, il faut au moins que je puisse revenir à 0. Donc tu retrouves, si tu veux, de strate en strate, se dégante l'essence même des niveaux. C'est pour ça que c'est bien de ne pas trop les définir, pour essayer de pouvoir creuser leur signification au fur et à mesure que tu montes. Si par exemple là je parle de symétrie et là je parle de géométrie, genre le petit dessin là, tu as des symétries, là tu as des discours qui peuvent être intégrés des catégories ou autres. Là tu as au plus proche de notre expérience, tu as la géométrie. Tu peux très bien construire une géométrie sans passer par la théorie des catégories, simplement, à partir de considérations sur les symétries. Donc ce petit tableau-là, juste avec 9 carrés, comme c'est une surface topologique, tu peux l'attendre à peu près dans tous les sens, et il y a des correspondances qui se font assez naturellement. Bon, de toute façon, on va rentrer sur des questions. Oui, comment tu fais une géométrie à partir des symétries? Je pensais à... C'est toi qui nous as fait. Oui, je sais. J'ai eu du succès, mais modérément. J'ai oublié le discours de Descartes. Je vous remercie d'être là. Et si j'ai pu avancer, c'est grâce à toutes vos remarques. C'est vous qui m'avez fait avancer. C'est toutes les remarques, tout ce que je n'ai pas compris de ce que vous avez dit et qui m'a creusé la tête, qui m'a bouffé la tête pendant longtemps, qui m'a permis. C'est ce que je réutilise. Ce que je réutilise, c'est ce que vous m'avez donné. Je suis désolé. C'est pas... Non, mais le problème, c'est il y en a deux. C'est-à-dire qu'il faut définir les concepts. Par exemple, dire ce qu'est une forme est un problème essentiel de la philosophie et des mathématiques, et on ne peut pas marquer forme sans définir les choses. Si ça te choque, je mets ça pour me fixer moi mes idées. Mais si tu veux, c'est pour ça que j'ai pris ce symbole, pour ne pas avoir ce genre de discussion. Enfin, on ne peut pas éluder une question fondamentale. Encore une fois, c'est important. Encore une fois, tu as raison, mais mon propos n'est pas de dire la vérité. Mon propos est de savoir si ce que j'utilise pour représenter l'imaginaire est suffisant ou pas. Est-ce que tout ce que tu vas me dire, est-ce que je peux le caser là-dedans ou est-ce que je ne peux pas le caser là-dedans? Tu vois, est-ce que mon schéma est suffisant ou pas?
c'est pas un problème, c'est pas un problème de vérité ou de doctrine ou de théorie particulière. J'essaie de uniquement savoir si, en utilisant ça, ça me suffit pour aller jusqu'au topos. La question c'est, est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'au topos? C'est-à-dire... Alors, oui, je veux dire oui, parce que quand je présente ça, on me dit, mais de quoi tu parles? T'es où? T'es où? T'es dans quel univers? Et ça ressemble à rien, c'est pas des maths, c'est pas de la psychanalyse, c'est pas de la psychologie, c'est que dalle. Alors, pour répondre à cette question, il a fallu que j'aille jusqu'au topos. Il faut que je dise que mon sujet est un topos. Alors, j'ai déjà la topologie. J'ai déjà la topologie. Je vous laisse deviner où est le groupe sur lequel je vais projeter ça. Mais oui, si je veux pouvoir vous répondre, il faut que je puisse me situer. Mais je ne peux pas me situer. Le problème, c'est que je ne peux pas me situer avant d'avoir fini la démarche. Je n'ai pas fini la démarche. Elle se constitue au fur et à mesure. D'où la nécessité d'avoir des petits repères. C'est un peu comme quelque chose qui se déclenche petit à petit. Je ne parle pas d'un concept explicite. J'essaie de voir derrière tout ce qu'on peut imaginer, ce qui résiste. Qu'est-ce qu'il y a qui résiste? Qu'est-ce qui m'embête là? Qu'est-ce qui m'embête là et que je fais là? Ben là, pour finir, là par exemple, pour faire une équation, il faut que j'ai un 6 mois quelque part. Pourquoi? Pour revenir à 0. C'est-à-dire si tu fais 1 plus 4 plus 6 et que tu continues l'infini, tu n'arriveras jamais à 0. Non, mais pourquoi tu veux arriver à 0? Pour boucler. Parce que je vais exprimer ce qu'est une fermeture, parce que j'en ai besoin en homologie, je suis désolé. Il faut que j'arrive à boucler. Donc il faut que j'arrive à une forme 0. Donc j'arrive à une équation. Et dans une équation, nécessairement, il y a un terme qui est négatif. Ou alors tout est 0. Alors là, tu me fais comprendre une vanne que m'avait raconté quelqu'un. Un ami mathématicien s'était réveillé un jour, on était en vacances ensemble, et il me dit, j'ai fait un cauchemar absolument épouvantable. Je lui dis, c'est quoi ton cauchemar? J'étais en train de sodomiser un anneau, et j'ai découvert qu'il était non neutérien. L'anneau. Ça, c'est un cauchemar, ça. Qui était non neutérien. Et là, je comprends mieux ton désir de trouver 0, c'est-à-dire d'être quelque part où la descente se termine. Parce que quand la descente ne se termine pas, c'est l'angoisse. Tu es sûr que c'est pas la montée, il ne se termine pas, peut-être? Ok, bon, c'est le fait. Je laisse ça mesure des éléments. Mais quand même, oui. Les topos, les mathématiques en général, ça ne parle pas des nombres, ça ne parle pas du calcul. En fait. Ça parle des formes. C'est là que Platon avait raison. Et le problème, c'est la définition des formes. Ok. Et moi, je m'étais posé, quand tu parles des formes, je m'étais posé la question de qu'est-ce que ça peut être la pensée des animaux. C'est-à-dire que la pensée, c'est que notre pensée, elle passe par la manipulation de symboles. Alors je pense que les animaux ont quand même une pensée et qui passe par la manipulation dans leur tête de forme. C'est-à-dire, si la bête, elle n'a pas le groupe projectif dans sa tête, quand elle voit un tigre de face ou profil, elle va penser que c'est pas le même. Donc il faut bien qu'elle ait le groupe projectif pour qu'elle ait la persistance de l'objet. Oui. Sans ça, il n'existe pas. Et ensuite, ce qui lui manque,
c'est la comparaison entre les objets. C'est là qu'on on a un stade supérieur, que nous sommes capables de comparer les objets les uns aux autres. Et oui, effectivement. Mais on est capable de comparer non seulement d'avoir la constance de la forme, c'est-à-dire de savoir qu'elle existe et que c'est la même qu'une autre, mais de comparer les formes les unes avec les autres. Par exemple, de dire qu'un tigre est une espèce de félin. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que non, mais je pense que les singes et certains hommes ne comprennent pas. Non, je pense que les animaux non ça. Je pense que ce qui manque aux animaux, c'est effectivement une symbolique articulée. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir pas mal de choses, des sympathies, des antipathies, des souvenirs, des hypothèses qui mènent à des conclusions, comment je vais attraper l'oiseau si je suis un chat, etc. Plein de choses comme ça, mais en manipulant des formes, pas en manipulant des symboles. Et que ce qui manque, c'est effectivement ce qu'on a nous en plus, c'est le symbolique. Ce qui fait notre différence. Mais le symbolique n'est pas seul. Le symbolique, il est avec les formes, avec une conscience des formes. Les formes, c'est assez... C'est assez... J'ai pas entendu. C'est assez neuf. Au temps des Grecs, c'était pas tellement les formes. Mais chez Platon, il est obsédé par les formes. Il ne parle que de ça. Oui, mais il n'y a pas de différence entre une forme et la substance. C'est ça qui... La discussion ne se crée pas exactement dans les mêmes termes que chez nous. La discussion, c'est entre la forme et les idées. C'est pas tout à fait la même chose. Et il ne parle pas de symétrie. Enfin, il en parle, si, implicitement, mais il n'a pas théorisé les symétries. Je pense que dire que les Grecs ont construit le Parthénon n'avaient pas théorisé la symétrie, c'est un peu confus. En plus, on peut utiliser plein de choses qu'on ne théorise pas. Plein de choses sans les théoriser. C'est-à-dire que la théorisation, c'est un moment de la démarche. Et parfois, on peut aller très loin en laissant tomber la théorisation, ou on ne la considérant pas comme digne d'intérêt. Non, je pense qu'ils connaissaient tant la symétrie que la géométrie projective, ils connaissaient tout ça. Ça, c'est très cool. Bon, est-ce qu'ils la connaissaient explicitement? Explicitement. Avec des traités. Ce qu'on a perdu. Moi, ce que je voudrais aller sur la ligne médiane, c'est-à-dire celle de la syntaxe. Pour avancer, parce que c'est là où c'est comme le sujet. Si vous voulez, je veux dire que le cœur du cœur, c'est la topologie. Après, on fait la topologie algébrique, c'est-à-dire en allant vers le discret, ou vers les espaces pointés, avec des points. Il faut des points. Et de l'autre côté, on est métrique. Donc on va dans un discours qui est horizontal comme ça. Mais je voudrais vous présenter quelque chose. Il y a une chose qui m'a l'air, qui ne me convainc pas, c'est quand tu dis que la pensée cherche à avoir le moins d'énergie possible. C'est pas clair du tout, je veux dire, il y a aussi des moments où tu as l'impression que l'attitude dans la création de mythes ou même des explications, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est-à-dire que c'est... Et en plus, il y a aussi une chose, c'est que tout dans la pensée humaine n'est pas simplement une recherche d'un calcul. Il ne faut pas oublier que la pensée humaine, c'est la gestion des désirs aussi. Or, les désirs peuvent pousser à la complication, tandis que le désir de ne pas se fatiguer peut pousser vers la simplification. Le désir lui-même peut pousser vers la
complexification. Je me réfère à des choses plus basiques que ça. Dans le cerveau, il y a des choses qui sont faites avec des IRM. Lorsque par exemple, pour reconnaître les lettres, il faut déjà essayer de voir si les traits sont horizontaux, verticaux, si c'est etc. Et à chaque fois, ton cerveau, les neurones, ils vont un peu, il y a des synapses un peu dans tous les sens, ça dépend de l'énergie. Et dès que tu as reconnu que c'était un trait droit, un trait horizontal, ton énergie baisse, le niveau, c'est-à-dire l'oxygène dans le sang baisse. Voilà. Concrètement, ça va vers une baisse. Et ça, c'est un principe que tu retrouves dans l'organisation même de ton cerveau. Et je parle du principe, si ça se retrouve dans l'organisation même, au niveau le plus élémentaire, pas seulement humain, mais on parlait des aliments tout à l'heure, c'est la même chose. On cherche à minimiser l'utilisation de notre énergie. Et là, c'est des subventions. Oui, c'est une hypothèse dont je ne vois pas la preuve. Ah non, il n'y a pas de preuve. Hein. C'est-à-dire que je pense que le fait de minimiser l'énergie, c'est ce que moi je vois autour de moi, c'est pas ce qui se passe tout le temps. Il y a des fois où on essaie de minimiser l'énergie, et il y a des fois où on essaie de la rendre le plus grande possible. Je ne vais pas avancer. Je vais revêtement et officiel. Complètement à ta question. Je suppose que tu sois dans une répétition. Tu sois, par exemple, à ce niveau-là. Tu sois à ce niveau-là, tu regardes ici, tu poses une question ici, tu réponds pas. Tu retournes, tu tailles. Là, tu as compris le concept. C'est-à-dire qu'il y a un saut. Il y a un saut où tu ne comprends pas, où tu es dans la répétition de ce qui est avant. Tu as compris, tu sautes. Et quand tu sautes, bah, tu es tranquille. C'est comme si tu avais dans ton cerveau, comme si tu avais un neurone spécialisé qui se connecte. Ouf, je suis soulagé. Vous êtes sûr que c'est un problème d'énergie, c'est pas plutôt un problème d'information? Ah, je sais pas, l'information. C'est pas la même chose. Parce que l'entropie, c'est pas trop le problème de l'énergie. Non. C'est un problème d'ordre de c'est exactement ce que vous dites là. Et donc, quand vous employez le terme entropie, moi j'aurais plutôt ramené ça à information, ordre des ordres, émergence, etc. C'est vraiment un phénomène d'énergie. À mon avis, on a la chance d'avoir un expert en médecine fine, je pense que c'est. Alors, attendez. J'avais ça chez moi, j'avais trouvé. Comment Tu vas faire quoi du gâteau? J'avais ce chemin, j'avais récupéré. Oui, mais c'est un petit détail. Hein. Bien sûr que c'est un petit détail. Mais l'idée, c'est que, encore une fois, on réutilise toujours ce qui marche, à plus grande échelle, etc. Mais c'est toujours le même. Pourquoi quand tu es affronté à la conceptualisation, de savoir ce que c'est une forme, de savoir comment on la reconnaît, pourquoi tu ne considères pas tout simplement que de façon purement matérialiste, que dans un cerveau, tu n'as que des objets, les neurones qui ont des rapports les uns avec les autres, et comment tu peux produire des concepts avec lesquels on part, avec lesquels on pense, le blanc, le rouge, un carré, etc., uniquement avec un système d'objets qui ont des relations les unes avec les autres, parce que finalement le problème se pose en ces termes assez simplement. C'est exactement ça. Je te l'écris là. Je te l'écris là. Mais non, mais quel est l'outil mathématique qui permet de passer d'un système de relations à des concepts? Ah ben oui, c'est
Non, ben, je t'ai répondu, excuse-moi. Non. Je t'ai répondu que je t'ai répondu que là, j'étais dans la syntaxe. Là, je suis dans les signifiants. Là, je suis dans la sémantique. Et je suis que dans la syntaxe. Pour aller de là à là, eh ben, je peux être que dans la répétition. Je peux être que dans la répétition comme ça. Je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas avoir la réponse syntaxique à une question sémantique. Bah, c'est pourtant ce qu'on fait, nous, tous les jours. C'est-à-dire en... Tu fais un choix. Non. Si, tu fais un choix. C'est-à-dire que, tiens, voilà, je me suis trompé, tu es là. Mais regarde, tu fais des catégories. Quand tu étudies les catégories, par exemple, tu as un objet terminal dans la catégorie ensemble, c'est l'ensemble des singletons. Bon, le fait d'être singleton, ça c'est-à-dire un ensemble avec un seul élément, c'est de la sémantique. Le fait qu'il ait tel et tel rapport avec les autres ensembles, ça c'est de la syntaxe. Donc tu vois très bien comment tu passes de la syntaxe à la sémantique. Mais parce que tu descends, mais tu ne peux pas monter. C'est toujours pareil. Tu peux descendre, tu peux descendre et pointer ce que tu as défini, c'est banal ça. Par contre, tu ne peux pas monter et expliquer ce qui te dépasse. Rien ne dépasse. Tu peux le faire que en étant. Tu peux le faire qu'en faisant un choix. Tu passes d'une position où tu es dans l'attente ou dans l'expectative de quelque chose qui te dépasse et tu choisis un truc comme ça. Et là tu dis, oh ben voilà, je vais prendre G, intéressant. Oui, j'ai figé parce que là j'étais en discours. C'est ça, donc, et là tu rentres dans la sémantique. Tu rentres dans la syntaxe par un choix. Et tu vas choisir un groupe, tu vas choisir une topologie, tu vas choisir une mesure. Et tu te débrouilles pour donner un sens à ça. Et tu lui donnes le sens que tu veux. Mais moi, je ne me prononce pas là-dessus, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'essayer de représenter ça, de représenter la liaison entre ce qui dépasse la syntaxe et ce qui est la syntaxe. Tu me dis que tu n'as aucun problème là-dessus. Bien sûr que tu n'as aucun problème, c'est toi qui fais les définitions maintenant. Encore heureux. Le problème, c'est d'expliquer, de trouver une syntaxe pour rendre compte de ce qui te dépasse. Mais qu'est-ce qui me dépasse? C'est ça que je ne comprends pas. Quand tu choisis quelque chose, moi je ne sais pas ce qui participe de ton choix. Mais si tu ne peux pas expliquer pourquoi, ça veut dire que tu fais n'importe quoi. Donc on n'est pas dans un discours rationnel à ce moment-là. Bah non, on n'est pas dans un discours rationnel. Bah, si tu veux expliquer rationnellement l'irrationnel, tu vas avoir de gros problèmes. Non. Ça dépend ce que tu appelles rationnel du premier ordre. Celui qui parle, il est là. Tu vois, celui qui parle, il est là. Moi j'ai mis un petit symbole spécial. Et il parle de ce gars-là qui se déplace à l'intérieur. On va faire des trucs comme ça. Voilà. Et je l'écris comme ça. Je parle de ce bonhomme qui va passer dans cette position. Donc, c'est ça ou le complémentaire, mais moi je suis en dehors. Celui qui parle est en dehors. Tu peux dire très bien, tu peux expliquer très bien, je crois. Je crois. Sans être capable de dire ce à quoi tu crois. Donc ton discours est cohérent, mais tu vois bien que ça ne peut pas se limiter à la logique du premier ordre. Tu as nécessairement
Tu as nécessairement un élément neutre. Tu n'es pas dans une logique du premier ordre. Donc, il ne manque pas de magie. Je veux donc, voilà, pour parler de l'énergie ou de l'entropie, ça se bouscule au portillon, et il y a quelque chose qui se dégage. Ah non, mais ça, on est d'accord, ça n'est pas de problème. Alors, je voulais vous parler, si on pense à ça. Et les topos? Ah bah, ça vient, si vous me laissez le temps d'y arriver. La question du jour. Attends, je suis loin. Alors, je voulais parler d'un truc qui m'avait rendu perplexe pendant très très longtemps. C'est cette histoire de j'allais plus vite. C'est l'histoire du faisceau. Parce que j'arrivais pas à savoir dans quel sens j'étais. Je vous rappelle, un préfaisceau, ça se construit avec des inclusions les unes dans les autres. D'accord? Et l'image finale que l'on peut en avoir, ce sont les cercles qui sont inclus les uns dans les autres. La position finale est une fibre qui donne sur un germe. D'accord? Et là, pour passer d'un préfaisceau à un faisceau, il faut simplement monter d'un cran, c'est-à-dire pouvoir changer la définition des ouvers et dans quel domaine, dans quel espace topologique ils sont. Et ça va dans un sens. Maintenant, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est les... Voilà. Ce qui donne ça. Ce qui donne cet élément. C'est-à-dire que tu fais un choix de topologie dans ce mode-là, ta topologie, elle est là, tes ouverts sont des parties d'une topologie, tu fais des applications, et in fine, c'est-à-dire à la bordure ultime, avant de tomber dans le mode initial, tu définis un germe. C'est-à-dire d'une séquence comme ça, et on retrouve une problématique de répétition. Si tu sautes, tac, tu arrives à trouver un germe que tu peux démonter. Tu peux transférer ça, y voir un singleton, toujours avec comme objet final un point. Et ensuite, puisque tu vas parler de relation, tu lui donnes une structure. Et cet élément devient une partie d'un tout que tu as choisi. Ok? Tu choisis une topologie qui donne des ouverts, qui donne un germe, qui donne un singleton, partie d'un groupe. Ok? Donc pour parler du point, il faut savoir où tu te situes. Quand on parle de faisceau, on est là. C'est-à-dire, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que implicitement, quand on pense, on se crée une sorte de faisceau, et que c'est ça qu'on fait quand on essaye de dire quelque chose, c'est-à-dire qu'implicitement, on a fait notre petit truc là, sans qu'on sache que c'est des mathématiques. Simplement, c'est ça qu'on peut faire. Un peu, parce que là tu utilises des choses, tu utilises des connecteurs, par exemple l'inclusion, et là tu vas pas raisonner de la même manière. Oui,
Mais c'est pas tout à fait de ça dont je voulais parler. Je voulais parler d'une orthogonalité, parce qu'une fois que tu es là, tu vois, là tu descends, tu descends là tu t'intéresses en t'intéressant au réel et au symbolique, tu descends comme ça. Mais lorsque tu t'intéresses au roman, ton discours change. C'est-à-dire que là, tu vas, pour chaque point qui est représenté, pour chaque point est peut-être un représentant de Z. Et à Z, tu vas associer une quantité Z du tout vert. C'est-à-dire que tu as un discours qui est... Ce que je dis, c'est que tu as un discours qui est orthogonal. Bon, ça c'est présentation d'Étienne Gis, sur laquelle je me suis basé. Ce que je dis, c'est qu'il y a deux discours qui sont perpendiculaires. On parlait d'une perpendicularité entre le point de vue d'Einstein et le point de vue de Bohr. Là, tu as une perpendicularité entre deux points de vue. Un point de vue qui veut comprendre ce que c'est qu'un point géométrique comme germe d'un faisceau. Là, tu fais des recouvrements, comme vous savez bien ce que c'est. Mais moi, personnellement, ce qui m'avait perturbé pendant très longtemps, c'est de comprendre comment, d'un espèce de carrelage, tu arrives à une pile d'assiette. Pour moi, je comprenais pas. Et quand je me suis représenté ça, je dis pas que c'est la vérité, lorsque je me suis représenté ça comme une orthogonalité entre deux discours qui se croisent ici, et bien j'ai mieux compris. J'ai mieux compris. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais je me suis dit, ce qui fait la difficulté souvent en mathématiques, c'est qu'on croise des discours. Vous savez de quoi vous parlez, parce que vous avez des définitions implicites dans votre tête, mais lorsque le naïf vous écoute, vous dites, mais de quoi il parle? Lorsque vous parlez d'un point, pour vous, c'est tout à fait clair, mais si j'ai pas ce schéma en tête, pas le schéma en tête là, du point, je suis désolé, je suis perdu. Je sais pas trop. Si j'ai pas ce schéma en tête, je sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez d'un point. Non. En me temps casser la tête pour comprendre ce que c'était qu'un préfaisceau, ça y est. Je vois à peu près comment on forme un point à partir d'un ouvert. D'accord. Mais dans un préfaisceau, tu n'as pas besoin d'ouvert. Il te suffit d'avoir une petite catégorie en dessous sans topologie, et tu l'envoies dans une autre catégorie. Tu as un préfaisceau, tu n'as pas besoin d'ouvert. Moi, j'ai compris comme ça. J'ai compris comme des choses qui... J'ai compris comme des accords. Il y a des inclusions. J'ai compris comme une inclusion. Il y a quand même une inclusion. Tu n'as même pas besoin de ça, tu as simplement besoin d'une catégorie sous-jacente petite. Tu l'envoies par exemple dans ensemble. Tu considères les foncteurs de... C'est compliqué ce que tu me dis. Oui, mais il n'y a pas de topologie dedans là. C'est pour ça que c'est pas dans un préfaisceau, peut-être pas nécessairement, mais si tu as une topologie, ça va. Tu as une catégorie qui est celle des ouverts avec l'inclusion, mais si tu prends simplement comme définition avec une catégorie, tu n'as pas besoin de topologie. Mais au départ, c'est comme avec une topologie. Non. Bah, si. Non, mais moi, je pense c'est la question qui se pose. Et je trouve que c'est éclairant, c'est un peu de pense
suis pas tout à fait d'accord, mais ça me semble ça. Donc, moi, je comprends qu'on utilise les faisceaux dans ce genre-là, les vrais on utilise les recouvrements d'autres pourquoi? Parce que à un point, il correspond des images de ce type des symboles et des formes. Ça me paraît clair. Il me semble que je voudrais aller au fond des choses. Il me semble que lorsque l'on parle de topologie et de topologie dans ce sens-là, lorsqu'on parle de la structure, on est dans ce sens-là. Et le point de croisement, c'est cet aspect topologique là, qui peut être vu dans les deux sens. Et la notion d'ouvert a un sens, si j'ose dire, dans les deux points de vue. Mais d'un côté, tu arrives à quelque chose qui est un plein, qui va vers un point, de l'autre côté, un point te renvoie à toute une pile d'assiettes. Un point là te renvoie à toute une pile d'assiettes. Moi, personnellement, ça m'aide à comprendre les choses. J'espère que je partage ça, mais c'est pas. Donc, homologie pour homologie, à partir de là, si tu veux, ça devient. Bon, l'homologie, c'est pour moi, excusez-moi, pour moi, l'homologie, c'est d'abord un concept qui se représente topologiquement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de points. D'accord ? Bon. Et puis, par contre, ce qui est vraiment génial, c'est que cette figure-là a une expression algébrique. Quand j'ai algébrique, peut-être que c'est pas le bon terme. Voilà. Cette figure-là, elle a une expression ici. Et là, je suis en train de m'intéresser à la syntaxe des choses. Je ne m'intéresse plus aux objets. Il y a une transformation. Donc on part d'ici, on arrive là. Et la cohomologie, bien entendu, la cohomologie, c'est ça. C'est-à-dire que là, il faut explicitement choisir un groupe. Et il y a une composition de ça, qui fait que ce qui descend comme ça, on monte par ici. Et c'est ça que j'ai pas fini. Ça fait penser à une construction contravariante. C'est pas les termes justes, mais c'est autour de ça que je suis en train de passer de réfléchir, parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Quelque chose qui se passe quand tu passes de là à là, il y a quelque chose qui se passe. Tu passes d'un point de vue comme ça à un point de vue comme ça, et ce qui était descendant devient montant. Là, j'ai pas fini. Une suite d'homologie ou de cohomologie. Pourquoi une suite? Pourquoi pas simplement une suite exacte, c'est-à-dire avec les trois termes? Pourquoi une suite? Mon objectif était juste d'exposer l'orthogonalité entre les deux choses. Moi, ce que je sens, c'est que effectivement, quelque part, il y a des éléments de la démarche qu'on fait. C'est-à-dire que souvent, quand on égalise des choses entre elles dans notre cerveau, c'est que quelque part, ils sont dans le noyau d'une autre
C'est-à-dire que quelque part, la cosmologie est une métaphore, en quelque sorte, d'une autre façon de catégoriser les choses, de passer d'une expérience à l'autre, etc. Oui, ça va changer. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça que. C'est ça que j'essaie de dire. Pour y arriver, il faut une phase de démonstration. Le problème, c'est qu'on remonte à l'infini, enfin, potentiellement, on remonte à l'infini, l'écomologie. Alors que moi, je pense que. Ah, bah si, l'écomologie, c'est pareil, hein. Donc n s'aventure, comme non, mais l'homologie, parce que on parle d'un objet. Mais tu comprends l'angoisse de mon collègue qui se réveille avec ce cauchemar. Oui. Parce que c'est exactement c'est pas de idéal. Voilà. C'est ça qui me semble important. Je n'ai pas fini la vie, pour tout dire, mais je n'ai pas fini, c'est en cours. Ici, il y a une orthogonalité dans la pensée entre ce qui est du domaine du réel symbolique et du domaine du signifiant sémantique, qui me semble important. Mais moi, je pense que. Je vais penser à autre chose. Je pense que ce qui manque à toutes ces tentatives de mathématisation, un peu de l'inconscient, du conscient, du symbolique, etc., c'est que ce qui n'est pas mathématisable, c'est le désir. Or, la pensée des êtres vivants, c'est les stratégies de gestion des désirs. Je me souviens d'une discussion entre deux mathématiciens de logique mathématique, où l'un prétendait que son lambda calcul était en fait la forme de la pensée humaine, et puis l'autre lui disait mais c'est plus compliqué que ça. Et il lui dit que voilà, on va pouvoir faire un ordinateur qui, etc. L'autre lui dit, il s'énerve, et il lui dit, dans ton lambda calcul, tu n'as pas mis la bandaison. Et je pense qu'il avait raison. Et je pense que pour moi, c'est le désir, c'est la limite. Et disons, ça montre aussi un peu la vanité de la tentative de mathématiser la psychanalyse. C'est-à-dire que la mathématisation de la psychanalyse, ça ne peut éviter de devenir quelque chose qui rate le noyau. Et le noyau, c'est le désir. Et le désir n'est ni le désir, ni comment on va se balader dans l'imaginaire face au réel et à l'aide du symbolique, mais le désir lui-même ne fait pas partie du schéma, et c'est le noyau. C'est pour ça que je pense que essayer de s'empresser de mettre des mathématiques, c'est un peu... c'est disons comme ça. J'ai le désir aussi. Regarde une mère avec ses enfants. Ah oui, mais on gère le désir. Elle va donc construire toute une... Oui, exactement. On gère le désir, mais le désir ne fait pas partie du schéma. Le désir, il est extérieur. Et où est l'objet classifiant là-dedans et la logique qui va avec? Il sera ici. Il sera là parce qu'il sera là et la logique du premier rang sera au premier niveau. Et ouais, je vais revenir à ta question tout à l'heure. Je vais revenir à la question de ton interrogation tout à l'heure. Je vais juste finir parce que c'est pas longtemps. Ça, c'est la chronologie. Ce qui est intéressant, ah oui, c'est vrai, ça ne sent pas très bien.
bord, et ça c'est le faux bord. Et il marche en sens inverse. Pourquoi? Parce que le faux bord, c'est cette application suivie de celle-ci. Il faut j'y réfléchisse. Je vais terminer. On n'a pas parlé du dernier. On n'a pas parlé du dernier élément. Tout ce qu'on a discuté là, enfin, tout ce qu'on a discuté, ça se situe majoritairement dans cette zone. Et je n'ai pas encore parlé de ça. L'idée, c'est que mon idée aujourd'hui, c'est que ici, c'est un aller sans retour. C'est-à-dire qu'on peut. On a le temps logique, on a le successeur, etc. Ici, on est capable de faire un truc. C'est-à-dire qu'on est capable de se voir comme partie d'un tarte, on peut se voir comme une part de la tarte entière, quitte à mettre un point à l'infini au dessin. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on peut faire un tour complet. Là, on ne peut pas. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ici, il y a la notion de groupe, en particulier un groupe qui peut être généré par un élément qui, se répétant, revient au point initial. Donc, on a une possibilité de tourner en rond qui peut se traduire topologiquement et qui peut se traduire algébriquement. Maintenant, la question de la mesure. Donc, et en particulier, il n'y a plus d'ordre ici. Il n'y a pas d'ordre. La question qui se pose pour la mesure, c'est de réintroduire de l'ordre. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose comme ça, il va falloir le projeter sur une dimension et réintroduire de l'ordre. Je comprends la mesure comme une tentative comme une réintroduction de l'ordre dans quelque chose qui n'en a pas. Et ça de façon très très générale. Mais tu ne peux pas associer une structure qui n'a pas d'ordre à une structure qui a de l'ordre. Par exemple, je te donne un exemple. Le quotient intellectuel. Tu peux pas, tu envoies les facultés intellectuelles de quelqu'un sur les nombres. Les nombres, ils sont ordonnés, les facultés intellectuelles, elles ne le sont pas. Tu ne vas pas arriver à dire que quelqu'un est plus intelligent que quelqu'un d'autre ou quelqu'un est 2 fois plus intelligent. Si tu n'as pas une homologie de structure entre les 2 objets, tu ne peux pas faire de... À mon avis, comme ça, tu m'as pas écouté. Alors, à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est que mesurer, c'est choisir en quelque sorte une direction dans la structure complexe et regarder les projections des éléments de la structure complexe dans cette direction. Exactement. Et que là, c'est-à-dire que tu introduis de l'ordre sur une dimension. Mais sur les projections des choses dans une dimension. Exactement. Simplement que ça ne te dit pas grand-chose. Ça te dit par exemple que quelqu'un est plus malin qu'un autre selon la direction des tests. L'interprétation musicale d'un morceau de violon. Voilà, selon les tests que tu as choisis. Tu choisis un ensemble de tests qui te créent implicitement une dimension. Et mais pour une mesure, attends, il y a un autre problème, c'est que pour une mesure, tu vas pouvoir dire par exemple, tu joues 2 fois mieux du violon, tu ne peux pas le définir dans la réalité. Non. Donc tu peux le définir sur les notes, tu ne peux pas le définir dans la réalité, donc tu n'as pas le droit de faire ça.
Non, non, c'est pas parce que tu n'as pas le droit de le faire que je ne le fais pas. Voilà, des abus de pouvoir. On est en train de dire comment se structure la pensée, et la pensée se structure par des abus de pouvoir permanents, avec en plus, disons, ce qu'on peut espérer, c'est le minimum de prudence et de pudeur pour ne pas prendre ces abus de ces abus trop hauts. Alors, exactement. Donc là où je voulais en venir, mais très vite, donc tout ce qu'on... Là, on a ce qui est de l'ordre du continu, ce qui est de l'ordre discret, ce qui est de l'ordre topologique, ce qui est de l'ordre de l'algébrie. On va pouvoir passer comme ça, puis comme ça. Je ne vais pas vous faire un dessin sur l'identification des habitants. Et ce que je pense, c'est qu'ici, on va mesurer ce qui va bien dans les boucles, ce qui s'exprime correctement, ce qui se conçoit bien s'exprime bien. Et on va dire que c'est ça le cœur de la mesure, de la quantité. De la quantité de quoi? Par exemple, si tu inverses une matrice, ce sera déterminant. Par exemple, matrice, tu as des vecteurs, tu as des formes linéaires, et tu t'amuses joyeusement à faire invertir tout ça. Pardon, à faire quoi? À transposer, inverser, tu transposes une matrice, tes vecteurs deviennent des formes linéaires, les formes linéaires deviennent des vecteurs, et on sait tout comparer. Tu traites sur un pied d'égalité des formes linéaires et des vecteurs. Formes linéaires, c'est... Il ne faut jamais faire ça. Mais si tu fais ça... Non mais je te donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire ça. Parce que si tu traites sur un... Parce que ce qui se passe, c'est que les vecteurs et les formes linéaires ont tous deux des structures d'espace vectoriel. Ça, c'est vrai. Mais si tu décides que, par exemple, un déplacement, ce soit un vecteur, à ce moment-là, tu ne peux pas dire qu'une force soit un vecteur. Et tu peux pas... il faut faire extrêmement attention parce que tu ne peux pas dire que... Mais oui, mais attention, c'est marqué partout qu'une force est un vecteur. C'est pas vrai. D'accord. Mais oui. Et comment tu te rends compte? Vas-y. Ben, t'as jamais vu une force. Non, alors que les vecteurs déplacement, les vecteurs vitesse, tu peux les mesurer directement. T'as jamais vu une force. T'as jamais vu un vecteur vitesse? Si, vecteur vitesse, une vitesse, tu peux la mesurer. Il te faut une règle et un chronomètre. Une force, tu peux pas directement. Et tu fais l'équivalence entre le temps et la longueur par une loi d'inertie. Non. Bah si. Tu fais une loi d'inertie ici. Mais attends. Une loi d'inertie là. Mais qu'est-ce qu'il faut qui permet, excuse-moi, qui te permet de dire que entre 1 et 2 en temps, et 2 et 3, tu auras la même longueur parcourue. C'est Galilée, ça. Non, mais c'est pas ça. Je suis désolé. T'as jamais vu une force? T'as jamais vu un mouvement? Oh, ça, c'est pas vrai que tu vois pas de mouvement. Alors ça, mensonge. Je m'inscris en faux. Précisément, ce qu'on voit, ce sont des mouvements. Ce qu'on voit, ce sont des mouvements. Comme au cinéma. On sent une force. Au cinéma, tu vois des mouvements. Sentir Est-ce qu'au cinéma, tu vois des mouvements? Non, mais dans la réalité, tu vois des mouvements aussi. Si tu es dans une pierre, tu vois. Est-ce qu'au cinéma, tu vois des mouvements? Bien sûr. Bien sûr, et dans la réalité, tu vois un mouvement. Et c'est ce que tu mesures. Tu peux dire aussi que tu sens une force. Ouais, mais le problème de la force, c'est que la force ne se mesure que par la mesure d'un déplacement ou la mesure d'une variation de vitesse. Tu ne peux pas avoir directement accès à la force. Et à quoi ça correspond mathématiquement? Ça correspond à ceci, que la force elle est dans l'espace dual des vecteurs. Ce qui n'est pas dit. Et l'espace dual. Et tu vois, j'arrête pas de te dire. L'espace dual, c'est justement que tu ne regardes pas les choses de la même manière. Tu dis la même chose que moi, mais tu ne veux pas que ce soit dit. Je suis désolé. L'espace dual, tu as un espace qui regarde dans une direction et l'autre qui regarde dans une autre direction. Un qui regarde
dans un espace et l'autre qui regarde une syntaxe. Bah si, une opération, une intuition, une multiplication, une forme algébrique, c'est un discours syntaxique, c'est une syntaxe. Tu utilises une syntaxe pour écrire ça. Bien sûr que si. Mais pour écrire des vecteurs aussi, tu utilises une syntaxe. Pas nécessairement. D'ailleurs, c'est la même. C'est pour ça que les gens sont dedans. Non seulement tu utilises, mais c'est la même. Attends. Tu viens de dire que tu les vois et maintenant tu dis une syntaxe. Non, c'est pas ça. Ce qui prouve que tu utilises la même syntaxe, c'est que les gens ne font pas la distinction entre les deux. Et putain, c'est ce que je te dis. C'est exactement ce que je te dis. Les gens ne font pas la distinction. C'est exactement ce que je te dis. Donc. Et syntaxiquement, comment tu fais la différence? Non, c'est vrai. Reviens au revêtement et au... Non, syntaxiquement, c'est pas si compliqué de faire la différence. C'est-à-dire que syntaxiquement, tu vas faire la différence entre un vecteur et une forme linéaire, parce que quand tu changes des unités, par exemple, ça ne change pas de la même façon. Et ça, c'est de la syntaxe. Ça, c'est intéressant. Oui. Et c'est syntaxique, il n'y a pas de problème. Je te dis que c'est grâce à eux que je... Oui, c'est ça, c'est le problème entre variance et covariance et contravariance. Oui, exactement ça. Ça, c'est syntaxique. Oui, mais cette différence entre covariance et contravariance, c'est justement ça qui me perturbe, et je pense que c'est lié à une différence. Non. Quand tu passes de là à là, par exemple, quand tu passes de là à là, tu as une homologie qui va dans ce sens-là, et tu as une homologie qui va dans ce sens-là. Et là, ça se représente par des formes inversées, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est une histoire de... Vous voyez, un discours perpendiculaire là-dessus. Je voulais en dire là, si on peut penser au schéma dans le passage entre ici et ici, plutôt dans ce sens-là, ce qui fait la cohérence du tout, c'est ce qui lie le discret et le continu, et je place le topo ici. Ce qui veut dire que ça, c'est une expression syntaxique et qui doit avoir une représentation topologique. Alors, il est 18h passé. C'est fini. Non, juste pour finir, je vous ai présenté une surface topologique. Je vous ai présenté une surface topologique avec des niveaux et des modes. Je vous ai présenté un sujet qui est soit ex-ante, soit ex-post, et celui qui en parle est ici. Tu peux dire qu'il y a deux positions complémentaires. Et que celui qui en parle, il est hors du discours. Tu peux dire aussi que dans une logique, en termes logiques, lui, c'est le tiers exclu d'une logique du premier ordre. Ou tu peux dire tout simplement que tu es dans une logique, on va dire, de ce niveau-là. Parce que pour parler d'homologie, il faut quand même passer à la frontière qui n'est pas dans ce que tu dis, mais qui va être dans ce que tu diras après. Et moi, je prétends que si on projette ça sur notre sujet, décrit comme ça, tu as la matière de faire un peu plus. C'est du vite fait, mais c'est une voie. Et rétrospectivement, quand je vous ai dit que le sujet il se balade comme ça,
c'est bien une projection de son imaginaire sur ces mouvements. Et les mouvements, comme on l'a dit, c'était à la source de la syntaxe. Si tu veux essayer de voir le problème du sujet dans les topos, il faut que tu essayes, à mon avis. Pardon ? Il faut que tu essayes, à mon avis, de voir ce que c'est que par exemple pour le calcul propositionnel, ce que c'est que la logique du topos. Et ensuite comprendre que par exemple quand tu considères l'ensemble des flèches de l'objet terminal du topos dans l'objet classifiant, cet ensemble qui va définir ce qu'on appelle la logique externe ne fait pas partie du topos. Parce que l'ensemble des flèches, il n'est pas c'est pas un objet du topos. Et donc c'est ça qui va faire la distinction entre la logique externe et la logique, ce qu'on appelle la logique interne du topos. Parce que quand tu es dans la logique interne, il n'existe que les objets et les flèches du topos. C'est pas l'ensemble des flèches qui lui est un objet externe. Et c'est là que ça devient intéressant parce que là, tu commences à avoir une idée sur ce que pourrait être la représentation rigoureuse de ce qu'est la conscience. Mais c'est jamais fait. Attends, pour aller dans ton sens, je l'ai placé là. Hein, je l'ai placé là. Et n'oublie pas qu'il y a encore cet élément, il y a encore ce mode qui reste ouvert sur l'extérieur. Qui doit être ouvert, c'est vu comme une limite. Et j'ai dit qu'il y avait on passait de l'autre par un choix. Et pour revenir à ce qui a été dit sur le désir, lorsque le sujet il est là, ou plus haut des cieux, non, pas là. Là. Il est là, à la fin. Il est face à une virtualité. Il est face à une virtualité. Là, il est face à une virtualité. Quand il se retourne, il ferme et il a des potentialités. Et je pense que c'est dans le passage du virtuel au potentiel qu'on peut mettre le dessiner quelque part comme ça. Et la virtualité, c'est du latin, virtus, toi tu connais le latin, c'est du latin, il y a une notion de puissance, il y a une notion de virilité, vertu, virtuel. Il y a un truc comme ça, dans cette ouverture. Quand tu te retournes, tu fermes et tu donnes le potentiel. Et après, dans le potentiel, tu fais des choix. Tu fais des choix de mesure, tu fais des choix topologiques, tu fais des choix de groupe ou d'agent. Mais là, je suis désolé, mais dans l'ouverture, c'est bien pour ça que j'ai essayé de garder une ouverture sur mon schéma pour pas qu'il soit fermé. Et lorsque tu imagines que ça grimpe comme ça ou comme ça, enfin il y a des tas de mouvements, mais en gros, si tu veux, tu as une évolution comme ça, hein, en termes de spinozisme, là c'est immanent, et puis là c'est transcendant. Là, tu t'occupes de l'attention du sujet. Non, de l'intention, excuse-moi. Tu t'occupes de l'intention du sujet. Là, tu t'occupes de son attention. Et tu essaies de... Un truc est clair, quand l'intention correspond à l'attention. Et ça va de pair avec une simplification au fur et à mesure. Ça va de pair avec
une simplification, c'est-à-dire que tu vas au cœur des concepts. C'est de plus en plus simple, en fait. C'est de plus en plus simple. Et là, ça devient de plus en plus compliqué, et tu te tapes au réel avec toutes les complications que tu as. Merci. À bientôt sur Gojo TV.